Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce numéro d'aujourd'hui. Je vous propose de découvrir les principales étapes de l'autonomie, voire des autonomies de l'enfant mais aussi de l'adolescent et comment aider nos enfants à être de véritables êtres indépendants à tout point de vue. Restez avec nous pour les détails, à tout de suite. Et je vous présente, on va dire, mes deux jumelles préférées. Elles sont là. Ibtissam et Wiham Benjeloun. Wiham Benjeloun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Ça perturbe même la régie. Hein. Oui. Et Ibtissam Benjeloun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne et vous animez aussi les ateliers, les cafés des parents. Exactement. Ça porte un joli nom. Oui. Voilà, addictif. On prend un café autour de questionnements sur des parents. Sur les parents, sur la parentalité. Sur un les tas de enfants, choses, un tas sur de leur rôle de sujets. parents dans le quotidien et de manière conviviale, presque familiale, et on dispute des sujets qui les intéressent. Cette question de l'autonomie aussi est très très importante pour les parents. Elle revient toujours. Elle revient toujours. Je me rappelle quand j'ai eu ma première fille, je posais tellement de questions qu'un jour quelqu'un m'a dit, elle devait avoir 2 mois, tu veux pas l'envoyer à l'université maintenant pour être tranquille? C'est vrai parce que on se dit ce petit être dépend de moi et dépend de moi jusqu'au bout. Bref, donc on apprend difficilement peut-être au Mais départ. justement, il y a quand même 2 formes de parents. Il y a des parents qui vont accélérer le processus et qui veulent vraiment que leur enfant s'envole et prenne son envol. Et puis tu as des parents qui n'ont pas forcément, qui ont peur de ça, qui ont peur du jour où l'enfant prendra son envol. C'est vrai? Oui, mais ça, si tu veux, on en parlera On verra. tout à l'heure Parce parce que... parents surprotecteurs. Surprotecteurs. La surprotection n'est pas bonne. C'est ça. Alors, on va peut-être aller de façon didactique, voir quelles sont les différentes étapes vers l'autonomie des enfants, des tout petits, à partir de très tôt peut-être, on le constate, hein, vers 7 mois, 8 mois, quand ils commencent à bouger, vous allez avoir des enfants qui vont s'amuser tout seuls, jouer tout seuls, voire même avant, hein, se retrouver tout seuls dans leur relax et le savourer. Exactement. Et vous avez d'autres bébés qui sont très tôt, très attachés à l'autre, qui ont constamment besoin d'être dans les bras. Est-ce que on peut déjà commencer à parler d'autonomie à cet âge-là? Je donne la parole à Wiham. Alors, je vais aller encore plus loin. Je pense qu'on peut parler d'autonomie même dès la naissance. Et la fameuse question qui revient toujours, c'est quand est-ce que je peux faire dormir mon enfant tout seul dans sa chambre? Déjà, c'est une forme d'autonomie. L'autonomie, c'est apprendre à l'enfant à pouvoir aller vers le fait de grandir un jour, d'apprendre à faire les choses tout seul et de surtout découvrir ses propres compétences et le plaisir d'y arriver tout seul. Alors oui, dès la naissance, très vite, on les met. L'idée, c'est de les mettre tout seuls dans la chambre pour que, justement, ils puissent développer cette compétence de pouvoir se retrouver tout seuls dans ce moment-là. Et même des bébés, c'est mieux. Et même pour les parents, c'est bien pour eux aussi. Parce que ça les rend aussi autonomes, les parents, du coup. Des nouveau-nés, en fait? Enfin, quand on dit nouveau-né, c'est à partir du 15e jour. Nous, ça a discuté, mais disons que, sincèrement, à partir du 15e jour, maintenant, il y a un babyphone. On n'a pas besoin de le garder avec nous. Je sais qu'il y a la question de l'allaitement. Je sais que c'est inconfortable. Mais c'est vrai que plus tôt on commence, et mieux ça sera pour les parents parce que, du coup, il n'y aura pas cette relation de fusion, de dépendance du parent à l'enfant et de l'enfant aux parents. Et tout de suite, la relation d'indépendance et d'autonomie dans les 2 sens se met en place. Et il y a autre chose qui se met en place, c'est que l'enfant, dès le départ, a compris qu'il y a des moments qui sont alloués à lui et des moments qui seront alloués à papa et maman entre eux. C'est leur chambre. Il le comprend très tôt? C'est plus tu vas l'installer tôt et plus et mieux il va le comprendre. Ça va être naturel pour lui quand tu lui dis ça c'est ma chambre et ça c'est ta chambre, ça c'est mon lit, ça c'est pas ton lit. Il va le comprendre, plus tu vas le mettre tôt dans sa chambre et mieux ça sera intégré. Ce qu'elle veut dire, c'est de le mettre en place à partir de l'âge de 4 ans. C'est compliqué pour l'enfant de comprendre. D'accord. Je vais juste prévenir les téléspectateurs d'une chose, c'est que la gestion d'une émission avec Wiham et Ibtissam est complètement différente de la gestion d'une émission classique. Pourquoi? Parce qu'elles sont complémentaires, ça fuse dans tous les sens et on ne peut pas les arrêter. Et Yasmine, on la perd. Non, j'adore vous suivre. Donc, alors, une autre question. Est-ce que c'est en rapport avec l'autonomie? Un bébé qui va commencer à faire ses nuits plus rapidement que l'autre, est-ce qu'on va dire déjà que c'est un bébé plus autonome? Est-ce que l'autonomie aussi, c'est commencer à faire ses nuits? Est-ce qu'on a permis à ce bébé de faire ses nuits ou pas, ou ça lui revient? Comment ça fonctionne?
C'est une forme d'autonomie. Par exemple, quand une maman, elle va allaiter, mais quand elle va apprendre à l'enfant à ne plus... Enfin, parce qu'il y a toujours cet attachement entre la mère et l'enfant, et c'est normal, c'est une forme de fusion naturelle dans les premiers mois. Mais plus la maman va apprendre à l'enfant à attendre, à reculer le temps où il va avoir besoin d'elle comme objet de sécurité, et plus il va apprendre à compter sur lui et à maîtriser son sentiment de faim. Et donc à le demander à des moments qui sont alloués pour ça. Donc si on espace par exemple les moments d'allaitement ou les moments où il va prendre son biberon, on les espace progressivement. Et progressivement, il va apprendre à passer à 2-3 heures, à 4 heures, à 5 heures, justement pour rendre les enfants un peu plus autonomes. Les mamans rajoutent des petites choses dans le biberon de l'enfant, comme des choses qui alourdissent ce lait-là, pour que l'enfant apprenne à avoir une nuit un peu plus complète. Mais justement, il y a des mamans que ça arrange quand l'enfant va les demander très, très vite, tout le temps. Mais ma question, elle est dans le sens de ces parents qui, disons-le franchement, qui galèrent la nuit avec leur bébé, arrivés à 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, qui ne font pas encore leur nuit. Est-ce que c'est un problème d'autonomie ? De ce que vous, les spécialistes, vous appelez l'autonomie, et dans un petit moment, on va définir ce que c'est. Est-ce qu'on n'a pas laissé cet enfant développer l'autonomie de son sommeil ? Vous en pensez quoi ? C'est pas que. Ça fait partie des éléments de réflexion sur lesquels on doit réfléchir et y répondre. Mais faire dormir un enfant tout seul, rapidement, faire qu'il fasse ses nuits, ça comprend le sujet de l'autonomie, mais ça comprend beaucoup d'autres choses, que ce soit alimentaire, que ce soit sur la relation affective avec la maman, le travail sur le fait de se séparer. Donc c'est pour ça qu'on parle d'autonomie, parce que plus l'enfant apprend à faire confiance à sa maman, qui sait qu'elle est là, qui sait qu'elle va venir, donc il apprend à s'apaiser petit à petit et à prolonger les heures où il s'endort et laisser ce temps de séparation se prolonger petit à petit. C'est pour ça qu'on dira que oui, il y a de l'autonomie un peu dans le sommeil. Elle parle d'attachement sécure. C'est vraiment un terme qu'on utilise beaucoup en thérapie. C'est plus là, on va donner à l'enfant cette possibilité d'être dans un attachement sécure. Et c'est l'accordage. Je suis accordée à mon enfant. Je sais quand il pleure de cette façon, c'est qu'il a faim. Et quand il pleure de cette façon, c'est que c'est tel besoin. Et l'enfant sait que sa maman le comprend. Plus il va savoir qu'elle le comprend et plus il va être apte à la laisser s'espacer. C'est ça. Et ça, c'est des interrogations de la part des parents qui reviennent souvent dans les cafés des parents ? Oui. Dans les ateliers, oui, beaucoup. Et même en thérapie, et même on a des sujets, tout ce qui est relatif à l'autonomie, c'est un sujet qu'on retrouve dans les écoles, en thérapie au cabinet et même dans les ateliers qu'on anime. Absolument. Alors, l'autonomie des enfants, c'est quoi ? C'est qu'ils s'habillent tout seuls, qu'ils mangent tout seuls, qu'ils fassent leurs devoirs tout seuls. Pour vous, comment on pourrait définir ? Alors, l'autonomie, l'idée, c'est apprendre à grandir. L'aider à apprendre à grandir, l'aider à devenir le futur adulte qu'il deviendra plus tard, lui apprendre à développer ses propres compétences, lui apprendre à se faire confiance, lui apprendre à développer toutes ces petites choses qu'on faisait à sa place et qu'il peut faire tout seul. C'est développer sa créativité, sa prise d'initiative, développer son estime de lui-même pour qu'un jour, il arrive à prendre, à être responsable et à faire tout seul. En fait, si on doit prendre une petite métaphore, c'est comme si j'ai un petit oiseau dans mon nid, comme un oiseau. Au départ, il y a la béquée. La maman, elle donne la béquée au petit oisillon. Mais progressivement, elle apprend à son petit oisillon à voler de ses propres ailes. L'objectif pour nous aussi humains, c'est de développer des compétences et d'aider nos enfants à développer par leur propre expérience des compétences pour qu'un jour, ils puissent s'envoler, comme un peu l'oiseau. Quand on parle d'autonomie, souvent, on fait référence à l'apprentissage de certains gestes, de certaines compétences techniques. Mais j'ai l'impression que pour vous, voler de ses propres ailes, c'est plutôt une autonomie émotionnelle. Alors, c'est intéressant cette question parce que je voulais que tu la poses. Parce que quand on parle d'autonomie, il y a presque 4 critères d'autonomie. Il y a l'autonomie au niveau de la motricité. Exact. Ensuite, il y a l'autonomie au niveau du langage. Il y a l'autonomie au niveau des apprentissages intellectuels. Et il y a l'autonomie au niveau psycho-affectif et moral, c'est-à-dire les règles. Alors, quand on parle d'autonomie au niveau de la psychomotricité, ça commence même parfois même avant la marche. C'est-à-dire que l'enfant, à partir du moment où il utilise son corps, ses mains, pour pouvoir découvrir, toucher, etc., l'enfant, il faut savoir qu'il découvre, avant le langage, il découvre à travers son corps. Donc, quand on voit un enfant qui touche et qui est curieux,
c'est un signe d'autonomie parce qu'il est en train d'apprendre à faire tout seul. Ensuite, la marche, il y a la marche, l'enfant, il est aidé par son parent, il est accompagné par son parent, et il y a un moment donné où dans l'accordage dont tu parlais tout à l'heure, l'accordage affectif, il y a un moment où les deux sentent qu'on peut lâcher la main, et souvent c'est l'enfant qui envoie le signal. C'est l'enfant qui envoie le signal, mais il faut que l'adulte l'entende et l'accepte, parce qu'il y a aussi l'angoisse du parent. Oui, on en parlera tout à l'heure, c'est les freins à l'autonomie de l'enfant. Et pourquoi ce sujet est important aujourd'hui, que tu fais aujourd'hui, c'est parce qu'on voit bien que dans plusieurs apprentissages, et quand on va arriver à l'apprentissage scolaire, on voit quel rôle joue le manque d'autonomie chez l'enfant dans les apprentissages. Ça. Et pas que aide au moteur et tout. Mais c'est aussi une source de problème au niveau du couple, hein, pour certains couples. Lorsque les deux parents ne sont pas en phase. Ils ne sont pas accordés. Ils ne sont pas accordés. Et donc, vous en avez un qui va vraiment angoisser à l'idée de voir son enfant courir parce qu'il pense qu'il va tomber, qu'il va se faire mal, et donc on va le bloquer, on va mettre des barrières, on va mettre des coussins, on va pas le laisser courir. Et l'autre qui dit mais non, laisse-le, il sait s'en sortir. Et donc ensuite c'est un combat de coq entre les deux. Et pour éviter le combat de coq, on va faire... Oui, c'est vrai que ça arrive. On va les mettre d'accord. On va les mettre d'accord, c'est ça. En fait, on va faire en sorte qu'ils s'accordent tous les deux. Oui, c'est vrai, c'est bien de faire en sorte d'arranger l'environnement de l'enfant. Oui, on met des caches-prises, on met de la mousse, on enlève les choses dangereuses, mais après on laisse l'enfant découvrir le monde. Mais l'enfant ne peut découvrir le monde que par son corps, que en tâtonnant, qu'en faisant des nouvelles expériences. Si on le bloque, et parce que attention, si on est trop dans le attention, on va l'empêcher. S'il n'a pas le droit de sauter, s'il n'a pas le droit de toucher, s'il n'a pas le droit de bouger, en fait, ça en fait un enfant comment après ? Ça en devient un enfant presque robot. Ouais. Or, quand on sait que sur le plan intellectuel, langage, etc., c'est le corps qui aide l'enfant à se développer, apprendre et grandir. C'est son corps le premier outil d'apprentissage. Donc, il faut laisser ce corps manipuler. Et donc, oui, pour mettre d'accord ces deux parents, sécuriser l'espace, sécuriser les choses, mais laisser faire. Et il faut aussi apprendre... Franchement, l'histoire de l'autonomie, c'est une histoire de confiance. Il faut que les parents se fassent confiance l'un et l'autre et s'accordent tous les deux sur une entente commune. Et c'est aussi une histoire de confiance entre les parents et l'enfant. Et il faut qu'on s'accorde aussi. Et chacun fait confiance à l'autre. OK. Alors souvent, on traite certains sujets relatifs justement à l'enfance. Je vais vous les citer. On va traiter par exemple le sujet de « je veux apprendre à mon enfant à faire sa chambre ». Je veux apprendre à mon enfant à faire tout seul ses devoirs. Je veux que mon enfant apprenne à s'occuper de ses papiers administratifs, par exemple. Mais on oublie qu'en fait, tout cela fait partie d'une même chaîne qui est l'autonomie. Et on ne peut pas en fait dissocier ça d'un mode de fonctionnement familial qui peut démarrer très très tôt. C'est-à-dire, on n'a pas laissé d'autonomie à un enfant. Et puis, un jour, on va dire, il doit commencer à apprendre à faire ses devoirs tout seul. C'est tout à fait ça. Et faites-moi une émission sur comment amener mon enfant à... En fait, les parents, ils oublient que l'autonomie, ça ne s'enseigne pas. Elle se construit dans l'éducation et dans le temps, et c'est un travail à long terme. L'autonomie, elle s'apprend pour et avec l'autre. D'accord ? Et c'est des étapes, c'est des paliers. On ne vient pas du jour au lendemain, on demande tel apprentissage par l'enfant, c'est des rythmes. Et justement, si on veut que l'enfant apprenne à devenir autonome, il faut respecter ces rythmes, il faut le laisser faire des petites expériences, il faut le laisser se tromper, il faut le laisser casser. Ouais. Et progressivement, il va apprendre et il va arriver à ranger sa chambre. Mais on ne peut pas demander à un enfant de « range ta chambre », par exemple, si on ne lui a pas appris des choses avant. Avant, tout à fait. J'ai presque envie de rajouter que l'autonomie, ce n'est pas obéir. Okay. L'autonomie, c'est une éducation qui se fait petit à petit et ensemble. Ce n'est pas juste l'enfant qui doit acquérir des compétences, c'est aussi les parents qui doivent aussi développer cette compétence de comprendre l'enfant, de le respecter dans son rythme, de le respecter dans ses besoins, de le respecter dans ses désirs. Ça se fait dans les deux sens et du coup, elle se fait de manière naturelle. Et d'accepter qu'il se trompe, de le laisser faire et d'accepter qu'il se trompe. Mais c'est en tâtonnant, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je dis souvent aux enfants, mais bravo, tu as fait une erreur, parce que grâce à cette erreur, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et tu t'es corrigé, tu as compris tout seul. Par ton expérience, par ton corps et ton erreur. Un exemple, c'est on ne va pas laisser l'enfant rentrer dans la cuisine et on ne va pas lui donner la possibilité d'apprendre à se cuire quelque chose. C'est ça. Mais à quand ?
quand on va permettre à l'enfant... Et ensuite, on va se plaindre il est trop dépendant de moi, moments. et à chaque fois qu'il veut manger quelque chose, il demande « Mais quand est-ce que tu lui as appris à ?» Et justement, mais c'est très dangereux, il va se brûler. Ben justement, tu peux lui apprendre. Il y a un moment où on peut capter, nous les parents, qu'il a compris que c'était dangereux et qu'il y aura des petites techniques pour le faire. Mais il faut lui apprendre, il faut l'accompagner. Alors, cet accompagnement vers l'autonomie se fait à la maison. À l'école. Et à l'école et dans les crèches. Et les crèches, on va dire, aujourd'hui sont sensibilisées à différentes techniques. L'équipe de Médien TV a fait un petit tour dans l'une des crèches et justement, on va voir ces tout petits en pleine séance vers l'autonomie à la rencontre aussi de la directrice de la crèche, Madame Majda Alaoui. On travaille beaucoup sur l'autonomie, la confiance en soi. L'autonomie commence dès l'arrivée en classe, dès l'arrivée à la crèche. Et on leur apprend à retirer leurs vestes tout seuls, leurs chaussures. Ensuite, bien sûr, les remettre, mettre leurs chaussons. On est tous en chaussons ici. Et puis après, ils ont une certaine... On leur montre toutes les activités qu'il y a petit à petit. Chaque jour, on leur montre une activité à chaque enfant. Et petit à petit, ils sont libres d'aller vers l'activité qu'ils ont envie. Ne dites pas aux enfants comment se comporter, ils sont témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants sont des éponges, de véritables éponges de leur entourage, qu'il ne faut pas... leur environnement. Et en fait, ça rejoint ce que vous nous disiez, Wiham, c'est qu'un enfant autonome, ce n'est pas un enfant qui obéit, c'est un enfant qui adhère. C'est ça. Qui intègre et qui adhère. Et en fait, il assimile ce que vous lui apprenez. Si vous expliquez les choses de manière naturelle, parce que vous êtes convaincu de la règle ou de l'idée ou de la philosophie que vous voulez lui enseigner, elle est tellement naturelle chez vous et elle est communiquée dans un langage, dans une explication et dans une communication réciproque, que l'enfant, en fait, cette règle, elle devient la sienne. On n'a même plus besoin de la lui rappeler parce qu'elle est intégrée par lui. Et elle a du sens. Mais merci d'avoir montré ce petit reportage parce que nous, on travaille beaucoup dans les écoles et j'ai beaucoup de parents qui me disent « Mais il fait tout ça à l'école, mais il fait rien de tout ça à la maison. » Et en fait, on leur dit « Mais est-ce que vous leur donnez la possibilité de faire tout ça ?» Elle a donné un exemple, c'est le manteau, par exemple. Oui. Le manteau, à l'école, on leur apprend, il y a une technique à l'école où on met le manteau à l'envers et il le met comme ça. Et ensuite, il le relève et il le met. Ça, on lui donne des techniques, des outils pour apprendre à faire seul. Alors qu'à la maison, en sortant pour aller à l'école, on est hyper pressé. Et donc, vite, on va faire à sa place. Sauf que les parents n'entendent pas ça. Que quand, à force de faire à la place, l'enfant, il est tranquille. Bien sûr. Mais les parents me disent, mais mon enfant est paresseux, il ne veut pas. Ça n'existe pas, les enfants paresseux. Ça n'existe pas. Okay. Les enfants ne font pas, c'est parce que quelque part, on éteint chez eux cette soif de faire seul à force de dire, non, tu ne seras pas. Non, c'est dangereux. Non, ne fais pas. Non, ce n'est pas le moment. On éteint ça. OK. Alors... Depuis le début, on dit que l'autonomie, le processus de l'autonomie est, on va dire, un mode de vie. Mais est-ce qu'il y a, selon vous, en tant que spécialiste, des phases importantes, des moments clés qui vont soit stimuler cette autonomie, soit, comme disait à l'instant Tissem, l'éteindre complètement? Est-ce qu'il y a des âges qui sont importants où on avait tendance à le dire, mais les choses ont changé? Vas-y. On a dit tout à l'heure que ça vient progressivement. Ça s'apprend depuis les premiers mois. Il n'y a pas un moment où j'apprends quelque chose. Mais il ne faut pas brusquer non plus cet enfant. C'est des petites choses qui s'apprennent au quotidien et qui s'accumulent. Et si je lui apprends ça, plus ça, c'est des couches de choses qui s'apprennent qui vont lui permettre de faire de nouveaux essais. C'est cet essai qui va me permettre de faire cet essai. Mais est-ce qu'il y a des parents qui sont un peu trop pressés d'amener l'enfant vers l'autonomie et qui risquent justement de ne pas respecter son rythme? Et combien même il serait pressé, il faut juste avoir l'intelligence d'observer l'enfant et de voir comment il vous répond. Et il vous donnera des réponses de « tu vas trop vite maman »,« tu vas trop vite papa » et on se réaccorde. Se réaccorder, ça veut dire c'est de rééquilibrer. Donc, tout est une question de communication, d'observation et de ressenti. Et vraiment, les clés de l'autonomie, c'est de se faire confiance, de s'entendre, de communiquer pour que
toi, tu me respectes, moi, je te respecte. Et même s'il s'agit d'enfants, oui, on parle de respecter l'enfant dans ce qu'il est. Et si tu me respectes, eh ben, je vais me respecter moi-même. Et du coup, je vais commencer à développer des compétences parce que j'ai compris que j'étais capable. Tu m'as fait confiance, tu m'as laissé faire, tu m'as fait confiance. Donc maintenant, je me fais confiance et je me lance. Ok. Et justement, les clés de l'autonomie, c'est quoi? Justement, c'est qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça ouvre l'autonomie? Justement, c'était ma question. On t'aide. Voilà, exactement. Et surtout que tout à l'heure, vous avez dit, c'est très important dans la gestion de la scolarité. Cette autonomie qui va démarrer très tôt va aider cet enfant, entre autres aussi, dans ses apprentissages intellectuels. Et on sait que pour les parents, c'est un volet qui est très important. Donc, si on pouvait leur dire, écoutez, il y a un lien direct entre cette liberté, autonomie. Alors, je viens de dire liberté, autonomie. Est-ce que l'autonomie, c'est la liberté? Avant d'aller sur la question de la scolarité. Si tu penses que la liberté, c'est l'indépendance, l'autonomie te permet d'aller arriver à être indépendant et responsable. Donc, liberté... Liberté, c'est pas faire non plus ce qu'on veut. Non. L'autonomie, c'est pas faire... Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le bon apprentissage de l'autonomie se fait à travers la confiance et le respect mutuel. Donc, l'enfant, si on le respecte dans cette confiance, etc., dans cette relation, il ne va pas aller abuser de cette liberté. Il va savoir comment l'utiliser et la mettre à bon escient. Mais ça lui apprend quand même une forme de liberté. Quand je deviens autonome, je m'envole. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand je m'envole, je suis plus libre. Mais plus libre de me séparer de la personne de se séparer d'une forme de dépendance. C'est juste sortir de la dépendance pour être dans une forme d'autonomie et qui apporte une forme de liberté et qui m'apporte cette découverte du monde et ces expériences et la possibilité de grandir, d'apprendre. Alors, ces enfants à qui on a permis de grandir, d'apprendre, de faire leurs propres expériences très très tôt, ça en fait justement on va rester dans le domaine de l'école et de l'apprentissage, des élèves de quel type? Alors, ça en fait des enfants qui sont dans l'empathie. Parce que comme on les a écoutés, qu'on les a respectés, ils sont capables de respecter les autres. Ça en fait des enfants qui sont bienveillants. Ça en fait des enfants qui ne sont pas colériques. Ça en fait des enfants qui ont le plaisir d'apprendre. Mais pourquoi pas colérique, explique. Oui, pourquoi pas colérique? J'étais en train de me poser. Je t'aide, Yasmine, aujourd'hui. aussi sur le plateau. Alors oui, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi colérique? Parce que pas colérique, parce qu'un enfant qui se met en colère, c'est un enfant qu'on a frustré, qu'on n'a pas suffisamment entendu. Toujours, même un bébé? Oui, parce que l'enfant, par exemple, quand tu le mets sur une chaise haute et qu'il a envie de manger, qu'il a envie de mettre ses mains dans la purée, et que tu ne le laisses pas, parce que la maman, on a ça, hein, on a des mamans qui passent les lingettes, qui essuient, attention, qui se salissent les mains, mais tu ne lui laisses pas la possibilité de tester avec les mains, et l'enfant, il a besoin de ça. Et justement, quand tu ne lui permets pas ça, ben, ça le frustre, ça le met dans une colère. Mais il y a aussi la phase caprice. Oui, mais là, on n'est pas dans le caprice. Là, on est dans je veux découvrir. C'est ça. Manipuler. Et il faut avoir la lucidité de faire la part des choses. Donc cet enfant sera moins colérique. Et moins colérique, plus calme. Quoi d'autre? Ça sera un enfant qui, franchement, il sera toujours dans le plaisir d'apprendre et d'aller de l'avant. En fait, on peut même rajouter que l'autonomie va apporter aussi cette capacité à mieux se concentrer, à mieux être posé, attentif en classe notamment, parce que plus je suis consciente de mes outils, de mes capacités, que je sais faire, que j'ai confiance en moi, que j'ai une bonne image de moi, parce que l'autonomie apporte deux choses essentielles, l'estime de soi et la confiance en soi. C'est parce que j'ai des outils, je les ai testés, je sais que maintenant j'ai du pouvoir, je sais faire des choses, donc je me fais plus confiance. Et si je me fais plus confiance le jour où je dois aller à l'école, faire un travail, je suis plus apaisée. C'est beaucoup plus apaisée. Donc, je peux mieux me concentrer. Donc, j'apprends dans le plaisir. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour continuer notre échange sur l'autonomie de l'enfant et l'environnement dans tout ça, qu'il soit scolaire ou surtout familial. Eh bien, à tout de suite. Nous sommes toujours sur Média TV dans 11 dit tout pour continuer cet échange sur l'autonomie de l'enfant. L'environnement justement que peuvent proposer les parents pour amener vers cette autonomie, pour la fructifier. Nous en parlons avec deux spécialistes, Tissem Jloun et Weham Jloun. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne et vous animez le Café des parents, justement des ateliers qui permettent aux parents de se perfectionner dans le monde de la parentalité ou de le découvrir pour la première fois. Alors, on a parlé de tous les bénéfices de l'autonomie chez l'enfant. Maintenant, comment la développer? On a donné envie aux parents d'amener leurs enfants vers l'autonomie. Maintenant, comment on peut les aider? Vous l'avez dit tout à l'heure, Tissem, dans les crèches notamment, par rapport au reportage que nous avons pu voir,
les accompagnants donnent des techniques concrètes, des petits outils aux enfants, aux tout petits très tôt, pour les amener vers l'autonomie. Donc il y a des choses, on va dire, scientifiques qui sont mises en place pour ça. Technique, voilà. Exact. Et logique. Et logique. L'histoire du manteau comme ça, j'arrive pas à visualiser. Mais voilà, à la maison, comment on peut aider nos enfants? Eh ben, en fait, c'est déjà ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est accepter leurs petites erreurs, ne pas faire à leur place, ne pas les arrêter dans leur élan, c'est les soutenir dans leurs efforts, c'est que quand ils ont un petit problème pour y arriver, c'est de développer avec eux une réflexion sur les stratégies de résolution de problèmes. Ça veut dire quoi? C'est au lieu de lui apporter la solution toute mâchée, lui dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'as pas réussi, ben là je vais te dire comment faire. » Ou bien je vais faire à ta place. Ou bien je vais faire à ta place, c'est de lui dire « Ok, pourquoi tu n'as pas réussi? Qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué? Alors, on va essayer de trouver qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce que ça a suscité chez toi comme émotion, et tu vas essayer de, par toi-même, réfléchir à qu'est-ce que tu peux proposer pour réorienter cette expérience-là. Et ça, il faut le faire toujours, même quand on est pressé, occupé, fatigué par une journée. Oui, quand on est pressé, justement, une des stratégies de comment faire, c'est de se donner le temps, changer le timing. C'est-à-dire, si on se réveillait à 7 h du matin, ça ne coûte rien de se réveiller à 7 h moins quart, de se rajouter 15 minutes, mais pour pouvoir laisser à l'enfant la possibilité de le faire tranquillement, sans stress, et lui laisser la possibilité de le faire tout seul. Mais si je le réveille tard, après lui, bien sûr, il est en train d'apprendre, donc ça va lui demander du temps. C'est ça. Toute une question d'organisation, vraiment. Par exemple, une des choses qu'on propose aux parents qui sont dans des formes de conflit avec leur enfant et qui ne les laissent pas être autonomes, par exemple, c'est elle me demande toujours, elle ne sait jamais quoi porter, on prend du retard, mais alors faites faire le choix à vos enfants de ce qu'ils vont porter demain, faites-leur choisir la veille. Exact. Et quand vous leur faites choisir, vous leur faites choisir, vous ne choisissez pas à leur place. Comme ça, vous ne les frustrez pas, il n'y aura pas de conflit. Donnez-lui le choix. Après, on ne va pas lui donner 10 choix, on lui en donne 2. Qu'est-ce que tu veux mettre, le pantalon rouge ou le pantalon bleu? Tu veux mettre la jupe ou le pantalon? Mais ça, c'est un gros problème pour les parents aussi. Hein. Vous avez des parents qui vous disent ils sont insupportables, ils doivent absolument décider de ce qu'ils vont mettre. Et si je décide pour eux, eh bien, c'est le refus total. Et en général, ils vont vers des choses qui ne sont pas adaptées à la saison. Il pleut comme pas possible et il veut aller à l'école en t-shirt. Ça, c'est des aménagements. Ne pas laisser les t-shirts dans le placard quand c'est pas le moment des t-shirts. Mais c'est vrai, travailler la logique. Moi, je peux donner juste mon exemple. Ma fille n'aimait pas mettre les jupes et les robes. Quand elle avait 2, 3, 4 ans, j'ai trouvé une idée, c'est de faire un petit calendrier de la semaine, lundi jusqu'à dimanche. Et on s'est mis d'accord toutes les deux, et on l'a fait toutes les deux ensemble. Très tôt, elle était très petite? Oui. Elle avait 2-3 ans. Ouais. Et en fait, on a dessiné le jour du pantalon, le jour de la jupe, le jour de la robe, le jour du short, le jour du... Et du coup, moi, je n'avais plus besoin de lui rappeler la chose. C'était étiqueté sur son plaid. C'était contractualisé. Voilà, c'était contractualisé, fixé sur le tableau. C'était plus moi. C'était plus mon autorité qui le disait. C'était l'autorité de ce qu'on avait mis ensemble en place. Et ça... Franchement, après, moi, j'ai eu la paix. Hein. Et ça, il y a beaucoup de parents qui veulent choisir à la place de l'enfant parce que, soi-disant, ils savent mieux choisir les vêtements que leur enfant. Il ne va pas savoir il va me choisir des couleurs qui ne vont pas. Et alors il est où le problème? Mais il va sortir comme un clown. C'est ça, pour certains parents, ils sont jugés à travers la tenue vestimentaire de l'enfant. Une des choses qu'il faut savoir éliminer pour aider l'enfant à être autonome, c'est ce côté trop perfectionniste parce qu'à force d'être rigide, on ne permet pas l'autonomie à l'enfant. On va sur nos freins, sur les freins de l'autonomie. On n'écoute pas, en fait. Il faut écouter ses besoins. On ne peut pas juste lui imposer. Il faut aussi, si vous voulez qu'il lâche et qu'il vous fasse plaisir, faites-lui plaisir. C'est dans les donnant-donnant. Et n'oublions pas une chose, c'est que l'autonomie, comme la confiance, il y a 2 gagnants, c'est les parents et les professeurs et les enfants. Mais en même temps, en tout début d'émission, vous avez évoqué un point qui est très important, c'est ces parents qui, au fond, n'ont pas envie de laisser leurs enfants voler de leurs propres ailes, inconsciemment ou consciemment? Inconsciemment. Inconsciemment. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que quand en séance, en thérapie, quand on leur fait prendre conscience de ça, on a souvent des sourires. Il y a une petite pris au piège. Il y a une petite résistance, mais très rapidement, on leur fait prendre conscience doucement, parce que là aussi, il faut nous aussi qu'ils nous fassent confiance. Donc, il faut y aller doucement. Ils réalisent par eux-mêmes que c'est vrai. Mais ça, c'est qui? Ça, c'est les parents qui ne laissent pas faire parce qu'ils sont dans un côté un peu, je sais faire, c'est la toute-puissance du parent. Mais nous, on a aussi d'autres problèmes et on n'a pas le sourire quand on travaille tout de suite. C'est les parents qui ont peur
que leur enfant devienne autonome. Parce qu'il y a beaucoup plus l'enfant... Parce que si mon enfant devient autonome et qu'il n'a plus besoin de moi, à quoi je sers? Et c'est toute la problématique, et ça peut donner lieu à une autre thématique, c'est suis-je que parent? Exact. Mais je dois aussi être une femme, je dois aussi être une épouse. Donc du coup, si on met toute notre énergie sur l'enfant, c'est sûr qu'on ne va pas le laisser partir. Exact. Parce qu'il faut pas... Franchement, nous, au sein du cabinet, on voit des choses quand même... je n'ai pas envie de dire grave, mais quand même. C'est arriver à 9 ans, 10 ans, la maman qui lave encore l'enfant quand il sort des toilettes, le réveiller jusqu'à ses 17 ans, faire les choses... Ça, c'est normal pour beaucoup de parents, hein, réveiller jusqu'à 17 ans, réveiller jusqu'à même au-delà. Vous avez beaucoup de parents d'enfants qui vont faire leurs études supérieures et vous avez toujours les parents qui réveillent le matin, le jour des examens. Oui, franchement, je vais vous dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait acheter aux parents un petit réveil et on contractualise ça avec l'enfant en forme de jeu. Et en général, on est bluffé, l'enfant est très vite, il a du plaisir à mettre son réveil et à réveiller même toute la famille parce que moi, la psy, je lui ai fait confiance et j'ai poussé ses parents à lui faire confiance. Du coup, il a juste qu'une envie, c'est de nous démontrer de quoi il est capable. Mais quand on est dans un manque d'autonomie qui est ce que je vais qualifier de pathogène, tu as des enfants qui ne vont pas vouloir aller vers l'autonomie. Parce que puisque maman ne me laisse pas faire, dans son regard, elle ne me fait pas confiance et elle a peur du monde environnant. Donc, je ne vais pas le tester parce que maman me dit à travers ses mots que c'est dangereux. Donc, je ne vais pas aller vers l'autonomie. Qui dit je ne vais pas aller vers l'autonomie? Donc, à l'âge adulte, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais aller faire mes études? Ça peut aller aussi loin, Yasmine. On a des gens qui ne se sont pas mariés ou qui se marieront pas, voilà, qui a 50, 60, qui avortent beaucoup de choses. Qui ne vont pas qui ne font pas ce chemin de vie. Exact. Et c'est aussi la porte d'entrée vers le manque de confiance, ne pas faire confiance en son enfant. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous, la psy, vous avez fait confiance et donc l'enfant a lu cette lueur positive dans vos yeux et il a pris plaisir. Alors, vous avez certains parents qui ne vont pas laisser l'enfant aller dans cette autonomie, mais ensuite qui vont lui en vouloir et ne pas lui faire confiance parce qu'il n'est pas capable de faire certaines choses. Alors, c'est tout le paradoxe qu'on reçoit en séance. Souvent, en fait, c'est l'enfant, on nous le ramène comme étant responsable du problème et souvent, en fait, on divise un peu la responsabilité auprès des parents et auprès de l'enfant et c'est partagé. Déjà, ça soulage l'enfant et c'est bien. Par exemple, prenons le cas, tout à l'heure, tu disais par rapport aux écoles. Ben oui. L'histoire des devoirs, c'est juste le sujet phare autour de l'autonomie. Ben oui, si la maman ou le papa a appris à l'enfant à faire ses devoirs avec lui jusqu'à tard et qu'il ne l'a jamais exercé tôt à les faire tout seul, ben en fait, l'enfant, si vous lui enlevez le parent, c'est comme si vous lui enlevez le stylo. Exact. Il se retrouve complètement perdu. Le jour de l'examen, il ne peut pas se débrouiller tout seul. J'ai plein d'enfants qui font leurs devoirs dans le salon avec maman qui est en train de cuisiner et qui... Mais pourquoi il ne ferait pas dans sa chambre? Parce qu'il ne va pas savoir le faire tout seul. Je dois avoir un œil dessus, un regard. Nous, une des stratégies, c'est qu'on propose à l'enfant, on lui donne un petit sablier, un petit timer ou des choses comme ça pour qu'il apprenne à faire tout seul cet exercice et on lui dit, écoute, on dit à la maman, lisez-lui au moins la consigne. Faites avec lui le petit A, mais dites-lui de faire le petit B. Demain, il fera le A et le B tout seul. Et vous ferez avec lui le petit C. Et puis, tout doucement, petit à petit, il y arrive. Et en fait, on ne vient pas vous voir pour vous dire mon enfant n'est pas autonome. C'est d'autres problématiques. Non, parfois. Directement. Mon enfant n'est pas autonome, mon enfant n'est pas responsable, mon enfant il n'est pas attentif, il a un problème de concentration, il a la tête ailleurs, il est rêveur, il est paresseux. Mais tout ça, c'est autour de l'autonomie. Ah oui, la question de mon enfant est paresseux. Mais moi, j'arrête pas de dire, mais ça n'existe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait que cet enfant est paresseux? Comment ça se fait qu'il est paresseux? Qu'est-ce qui le gêne? Il n'a pas cru en lui. Qu'est-ce qui le bloque? Il y a quelque chose qui le bloque. Et bien souvent, c'est justement ce passage vers la confiance en soi et l'estime de soi pour aller vers l'autonomie. Ça se débloque? Bien sûr, ça se débloque. Et c'est dans un travail en thérapie de guidance parentale. C'est ça. C'est le passage de relais. Il y a un moment donné, il faut qu'on sente qu'il faut passer le relais et que ce ne soit plus le parent qui fasse tout, que ce soit un peu le parent et l'enfant et ensuite l'enfant tout seul. N'oublions pas qu'à l'école, l'âge de l'autonomie, c'est la 3e année du primaire, c'est le CE2. Le CE2 ou 3e année de primaire, c'est l'âge où l'enfant, normalement, il doit vraiment avoir développé son autonomie. Les maîtres et les maîtresses ne lisent plus les consignes, ne sont pas en train de les suivre sur les petites tâches. Ils sont capables d'ouvrir leur livre, de lire la consigne tout seul, de commencer l'exercice tout seul, le faire tout seul et ensuite d'être corrigé. Et ça, c'est ce que doivent faire les parents en relais aussi à la maison. À la maison, exactement. Au CP, on aide l'enfant à faire ses devoirs.
mais à la fin du CP, on est déjà en train de lui laisser la possibilité de travailler tout seul. Et plus le temps avance, et plus on lui laisse cette possibilité de travailler tout seul. Mais s'il vous plaît, dans leur chambre ou dans un coin qui est dédié au travail, pas au milieu de tout le monde. Merci beaucoup, mesdames. Avec grand plaisir. C'était un plaisir d'être avec vous. L'autonomie de l'enfant et l'environnement dans tout cela, à revoir sur notre site mediantv.com. Btissem Benjeloun, oui, M. Benjeloun, psychologue clinicienne, et vous animez les ateliers, les cafés des parents. À bientôt. Merci. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Et place à notre rubrique alimentation. Justement, nous allons faire le point aujourd'hui sur un bon équilibre alimentaire pendant le mois de Ramadan. Comment faire une bonne rupture écologique pour son organisme et comment s'adapter petit à petit à ce nouveau rythme. Le point avec vous, Madame Jaouane Khadija, naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup, Madame. Alors, pour commencer, d'abord, ce qui se passe habituellement, c'est qu'on a un rythme, on va dire, standard, classique, 3 repas par jour, minimum, collation, j'y arrive justement, collation, etc. Et puis, du jour au lendemain, hop, changement de rythme avec le mois de Ramadan. Est-ce que ça ne serait pas, selon vous, en tant que spécialiste, plus écologique pour notre organisme de le préparer à l'arrivée ou de le préparer au jeûne? Bien sûr. Et c'est ce que je prône depuis longtemps, on ne peut pas casser un rythme. Donc, il y a une préparation déjà au niveau de la religion. C'est Rajab ou Sha'ban, c'est les mois où il est conseillé, pas recommandé, mais conseillé de faire des jeûnes. Les lundis et jeudis, les jours de pleine lune. Donc, c'est déjà une préparation. Moi, ce que je préconise en plus de ça, c'est vraiment de se mettre quelque part un petit peu à la diète. C'est-à-dire que tous les aliments lourds à digérer, c'est le moment de les enlever. C'est une préparation au jeûne. Et plus on se prépare, bon, même une petite semaine, même une petite quinzaine, le jeûne, il se passe, le mois de Ramadan se passe dans les meilleures conditions. Donc là, nous avons le temps de nous préparer. Oui. Nous sommes encore à quelques semaines. Comment on se prépare justement? Comment on entame cette transition? Donc déjà, au niveau du contenu de l'alimentation, il y a certaines denrées, malheureusement, culturellement, c'est ce que l'on trouve sur les tables du Ramadan, c'est mettre le corps à plus de crudité, mettre le corps à plus de verdure, donc avec une richesse en chlorophylle, en légumes. Malheureusement, c'est pas ce qu'on retrouve sur les tables du Ramadan. Et aussi éliminer certaines denrées, tout ce qui est farine blanche, tout ce qui est viande, parce que ça prépare non seulement le corps au niveau physiologique, mais aussi au niveau spirituel et au niveau endurance. Donc, tout ce qui est lourd à digérer, les mauvaises combinaisons alimentaires, plus de fruits. Et là, c'est des cures de drainage et de détoxification avant le Ramadan. D'accord. Donc, tout ce qui est aussi les produits emballés, tout ce qui est conserverie, donc se mettre à une alimentation vivante. Mais dans ce cas-là, se mettre à une alimentation vivante, accompagner son corps, pas pour le brusquer le premier jour, la première rupture du jeûne. On n'enlève pas ses protéines, on n'enlève pas ses sucreries, ses sucres lents, pour le premier jour se retrouver avec une table extrêmement riche. Ce n'est pas le but non plus. Non, ce n'est pas le but. Justement, c'est préparer au jeûne. Et là, c'est même au niveau thérapeutique, c'est un jeûne doux. C'est-à-dire que c'est la technique qui est reprise aux États-Unis dans des centres de remise en forme et de guérison de beaucoup de pathologies, c'est les 2 repas espacés au maximum sur le rythme solaire. C'est-à-dire, rupture de jeûne, c'est le coucher de soleil, et le dernier repas, c'est le lever de soleil, juste avant le lever de soleil. Mais en principe, il n'y a pas de repas entre les deux. Mais là, je vais choquer beaucoup de personnes. C'est vraiment 2 repas. Et ce n'est pas le mois où l'on invite et on s'invite. Ce n'est pas le mois des festivités, c'est le mois de recueil, c'est le mois de retour à soi, c'est le mois de détox. Maintenant, c'est aussi un mot très à la mode. Qu'est-ce qu'il veut dire, justement, véritablement? Véritablement, justement, c'est une phase de détoxifier le corps, c'est-à-dire enlever toutes les toxines et les toxiques. Alors, c'est quoi les toxines? C'est les déchets de métabolisme, c'est produit dans le corps par la digestion ou par le manque d'exercice. Et il y a les
toxiques qui sont amenés de l'extérieur, c'est-à-dire la pollution, les intrants chimiques et tout ce qui vient de l'extérieur dans une alimentation. Ça, c'est des toxiques. Donc, on a besoin, même après l'hiver, le corps a tendance à emmagasiner pour avoir plus de calories. C'est le printemps et le ramadan, c'est la conjugaison des deux. C'est le moyen le plus sûr et la période la plus sûre pour se détoxifier justement avant l'été, et ça permet au corps de se régénérer. Okay. Donc c'est pas seulement un mot de mode. Donc vous nous dites en fait 2 repas principaux. C'est ça véritablement un jeûne écologique, une rupture alimentaire écologique respectueuse de l'organisme et respectueuse aussi de l'équilibre physiologique de la personne. On commence par la rupture. Oui. Qu'est-ce que vous, Madame Khadija Jaouane, vous préconisez? Bon, déjà, à la rupture du jeûne, il y a une hypoglycémie normale. Ce n'est pas pathologique, je ne parle pas des gens qui font des chutes de glycémie, ni des malades. Je parle d'une hypoglycémie normale. Donc, c'est pour ça qu'il est préconisé de commencer par quelques dattes. Quelques dattes, un verre d'eau à boire à petite gorgée ou des fruits. Mais pas de jus de fruits, pas se jeter sur l'eau. L'eau non plus? Commencer par l'eau, non? Si, c'est ce que j'ai dit, on peut commencer, mais à boire à petite gorgée, insaliver l'eau, prendre le temps de prendre ce premier repas. Donc au niveau de la digestion, le fait de mastiquer, ça insalive et c'est déjà une prédigestion avec les enzymes salivaires. Donc l'eau descend dans l'estomac prédigérée. Donc il n'y a pas que la sensation de lourdeur. Donc c'est vraiment de lourdeur. Et l'eau arrive comme un bloc dans et les gens, c'est vrai qu'ils ont tendance à trop vite manger à la rupture de jeûne. Donc trop vite manger, trop vite boire. Trop vite boire. La soif aussi. Oui, la soif, mais plus on boit doucement, plus on étanche sa soif. Ça paraît paradoxal, mais à l'essai, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. C'est très, très différent. Les fruits, c'est aussi le moment de les prendre avec les dattes, prendre quelques fruits, bien mastiquer les fruits. C'est loin pas d'être les ce qui jus se passe, de fruits. C'est loin d'être les pratiques habituelles. Oui, mais moi, les personnes qui viennent me voir, soit elles ont envie de vivre autre chose, soit elles ont déjà des problèmes de santé, et comment accompagner le ramadan pour que ce soit une source de remise en forme. Absolument. Donc c'est une demande de personnes particulières. Et qui vont adhérer à vos recommandations? Oui, il y a même des personnes que je ne vois pas toute l'année et qui reviennent avant le ramadan. Pour rectifier le rythme de vie. Donc, et là, juste après ce premier repas très léger, bon, on attend, tout le monde va faire sa prière. Et la prière de l'Maghrib, je ne parle pas de la prière de l'Isha ou de Tarawih. Revenir, ça prend une vingtaine de minutes, pour un repas principal. On a faim. Exact. On a préparé son estomac. Oui, et c'est le moment de prendre un repas consistant. Un vrai dîner, en fait. Un vrai dîner. Un dîner qui est pris très tôt. Mais certains vous diraient oui, mais bon, je sais que ça, et certains pourraient vous dire oui, mais à quel moment je prends mon café? Moi, la rupture du jeûne, pour moi, c'est comme un petit-déj. Je ne peux pas... Alors, on parle, il y a culture et il y a effet du ramadan. Si on veut passer à Sawmu Tasihhu, jeûner pour acquérir une meilleure santé, il y a certaines règles et certains petits sacrifices. C'est ce que vous préconisez. Exactement. Après, moi, je ne prends pas en compte qu'on a des petits plaisirs, puisque les personnes qui viennent me voir, ce n'est pas dans ce sens, sinon elles ne viendraient pas me voir. Parfait. Si on est habitué à son petit café, on a mal à la tête. On ne vient pas voir Madame Khadija Jaouane. Exactement. Donc, on a mal à la tête dans la journée, parce que c'est toutes les toxines, et même du café, qui passent dans le sang. Justement, pourquoi on a mal à la tête? C'est une addiction. C'est une petite addiction. Une petite addiction. Et donc, c'est quand on est en manque. En fait, le corps, il est en manque de la caféine. Donc, pour arrêter l'addiction, il faut arrêter la source. Il y en a plein qui arrêtent la cigarette en plein milieu pendant le ramadan. C'est super. C'est le moment aussi d'arrêter le café. C'est ça. Avant, peut-être. Avant. Sinon, c'est les 3 premiers jours des maux de tête à peine gérables. Alors, quand vous dites, ensuite arrive le repas. Oui.
dans la conception de Madame Khadija Jaouane, ça veut dire quoi le vrai repas, le dîner Le corps a besoin de nutriments. C'est le moment de prendre des salades, c'est le moment de prendre une bonne protéine, comme par exemple du poisson, comme des protéines végétales, c'est encore, je vais parler de ça aussi. C'est le moment de prendre des légumes, c'est pas le moment de prendre des shahouat. C'est pas shahouat, c'est en dehors du ramadan. Ouais, non. Oui. Donc, vous n'êtes pas contre finalement? Pardon? Vous n'êtes pas contre? Non, je suis contre rien, ouais, moi. C'est juste que quand une personne demande un avis d'un spécialiste pour son état, je lui dis voilà ce qu'il faut faire pour votre état. Exactement. Ensuite, moi, je suis contre rien, je suis pour tout. Même les petits délices. Mais bien sûr. Des fois, il est moins nocif de prendre un petit délice et de se faire plaisir que de faire une déprime à cause du ressenti de restriction ou de privation. D'accord. Alors, on court un petit peu contre la montre. On me fait signe dans l'oreillette qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On arrive sur le dernier repas. Le dernier repas qui est sahur, qui est en fait, c'est celui-là, le petit déjeuner pris très tôt. C'est ça. C'est pas le ftour. C'est pas le ftour. C'est pas le ftour. Donc, et là, le petit déjeuner pris très tôt, c'est le moment de prendre des céréales complètes parce que ça va donner une énergie sur la journée. Si on prend du sucre, bon, quitte à ne pas plaire à des personnes adeptes, mais ça donne soif dans la journée. Ça donne des hippos de la fatigue dans la journée. Là, je parle d'un jeûne vraiment thérapeutique. Thérapeutique où on se sent bien. Et on se sent très bien dans la journée. Donc, c'est le moment de prendre, par exemple, des œufs. C'est pas le ftour. Des œufs beldi, mi-cuisson, pas cuits dans la matière grasse. C'est le moment de prendre du jubin. Si on prend du pain, ça doit être du pain complet avec ses fibres. Donc, c'est un repas où il y a beaucoup d'énergie dans le temps. Donc, des sucres lents. Oui, des sucres lents. Et là, on est sûr de passer une très belle journée. Dans la soirée, bien sûr, des infusions qui drainent le foie, comme le romarin, des infusions pour le système digestif, comme tout. Bon, l'anis étoilé, c'est doux aussi, de la cannelle aussi. C'est pas le mois où on prendrait du thé et du café et du à sucre. N'importe quelle heure, oui. Alors, lorsque j'ai pris contact avec vous pour cette émission, vous m'avez dit oui, c'est un sujet qui est très important et il faut absolument parler de ceux qui sont laissés pour compte pendant ce mois, à savoir les enfants. Les enfants, oui. Exactement. Alors, si on est dans cette alimentation, les enfants ne sont pas laissés pour compte, puisque même ce qu'ils vont prendre, c'est de l'alimentation saine. Moi, quand je vois les enfants pendant le ramadan, c'est que les parents ou la maman n'a pas le temps de préparer le repas pour l'enfant. Donc, il est perturbé dans son sommeil, il est perturbé dans son alimentation. Le matin, il emmène avec lui à l'école des restes du soir, où il y a justement tout ce qui n'est pas idéal, ni pour les parents, ni pour lui. Ça, c'est le repas de midi. Ensuite, il vient, c'est le ftour avec tout le monde, avec shbakia, avec tout. Et c'est le moment aussi, j'ai vu entre-temps, donc avec les directrices d'école, c'est là où il y a le plus grand taux d'absentéisme, où il y a des problèmes digestifs, où il y a des vomissements, où il y a l'enfant qui pique du nez parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Donc, tous ces problèmes vécus par les enfants, c'est parce que justement, c'est une alimentation absolument inadéquate. Et là, on s'éloigne du but du ramadan. C'est aussi le mois où on n'a pas à s'inviter ni à inviter, on attend les fêtes. C'est un retour vers soi. Merci beaucoup, Madame Jaouane Khadija, naturopathe, conseillère en hygiène de vie. Au plaisir de vous revoir, nous parler de tout cela sur notre site mediantv.com. Merci à vous. Très, très bonne suite des programmes. À très vite. Au revoir. Merci.